Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, nous allons commencer par un petit test technique afin de vérifier que tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Alors, vous avez un chat sur la plateforme pour écrire des messages, nous envoyer des petits mots. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Oui. Est-ce que vous nous voyez bien aussi? Est-ce que vous voyez également la présentation qui doit être diffusée maintenant? Ça semble être bon. Ça a l'air d'être OK. Ok, très bien. Merci donc, pour la confirmation. Peut-être pour commencer, je propose aux personnes qui sont présentes de dire quelques mots sur qui elles sont, dans quel secteur d'activité, quel type de poste, plutôt technique, plutôt RH, et puis par curiosité, où êtes-vous situé géographiquement? J'aime bien savoir où sont les personnes sur les webinaires. C'est toujours sympa de visualiser un peu plus. Et ça nous permettra aussi d'orienter notre discours plus sur le plan technique ou RH, en fonction de qui est présent. Et donc, nous allons parler aujourd'hui des enjeux des plateformes SaaS sur le plan sécurité, avec un retour d'expérience d'audit de sécurité de la part de BDESE Online. Pour le déroulement d'un point de vue opérationnel du webinaire, donc on va partir sur environ 30 minutes de présentation. Vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation. On les sélectionnera pour ensuite y répondre à la fin de la présentation. Donc tout ça dans le chat toujours. Pour nous présenter, Tanguy, je t'en prie. Oui, du coup, moi, je suis Tanguy Bertogliati, je suis Customer Success Manager aux éditions Tissot. Et plus généralement, j'accompagne les clients de BDESE Online dans l'usage de la solution. Et donc Nicolas Bonnefous, lui, cofondateur et directeur des opérations de la société Vadata. Donc j'ai pour ma part un profil plutôt technique à la base, dans la sécurité notamment. Et pour vous en dire un peu plus donc, sur nos sociétés respectives, donc, Vadata, c'est une société spécialisée en tests d'intrusion. C'est en quelque sorte l'approche offensive des audits de sécurité. Notre objectif, c'est de trouver des vulnérabilités sur certains systèmes tels que des plateformes web, des applications mobiles, des objets connectés, des réseaux informatiques de façon générale. On fait également ça sur le côté plus organisationnel et humain, avec des tests d'ingénierie sociale, avec les fameux emails de phishing, des appels téléphoniques avec usurpation d'identité, etc. Nous sommes localisés à Lyon, avec des clients bien sûr en France, mais aussi à l'international. On a pas mal de clients européens. Et on a une forte présence sur l'audit de solutions dites SaaS. On va revenir un petit peu après sur ce que c'est que le SaaS concrètement. Et également aussi sur l'écosystème des startups. Et du coup, à propos de BDESE Online, donc, SaaS permettant de gérer sa BDSE. Donc la BDSE, c'est une obligation légale qui a été créée en 2014 qui permet en fait aux entreprises de plus de 50 salariés de communiquer des données sur, sur leur société auprès du CSE. Donc c'est le RH qui doit communiquer ces informations légales auprès du CSE. Donc on a créé une solution qui permet de gérer sa BDSE, sa base de données en ligne. Voilà. Et donc cette solution est éditée par les éditions Tissot. Nous on est basé à Annecy. Donc on est une maison d'édition en droit du travail. Et donc notre parc abonné sur BDES Online représente à peu près 700 clients localisés en France parce que du coup, cette obligation légale est française. Du coup. Donc ça peut être des TPE, des PME, des grands comptes. Voilà. Et du coup, je te laisserai enchaîner sur le programme. Oui, donc nous allons
bien sûr commencer par vous expliquer ce que c'est que BDESE un peu plus dans le détail, parce que ça a de gros impacts sur le côté sécurité. De façon générale, sur les solutions SaaS, quels sont les enjeux de sécurité? Qu'est-ce qui fait qu'on a certaines particularités sur les applications dites SaaS? On va vous parler d'audit de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'audit? Pourquoi? Pour répondre à quels besoins? Et concrètement, comment ça se passe? Avec donc notamment le retour d'expérience de BDESE. Super. Et du coup, j'enchaîne sur la présentation de BDES Online. Donc, comme je le disais précédemment, c'est une solution SaaS pour gérer sa base de données économique, sociale et environnementale. L'avantage de cette solution en ligne, c'est qu'elle est clé en main. Les RH peuvent créer rapidement en fait, leur base de données en quelques clics. Il n'y a pas de paramétrage. En fait, il y a déjà les rubriques légales qui leur permettent d'alimenter les données de la loi auprès de leur CSE qui sont déjà préconfigurées. Et la création des utilisateurs est assez simple. Donc le principe vraiment, c'est que le RH, mais ça peut être aussi le directeur financier ou un comptable, communique toutes les données économiques, sociales et environnementales sur sa société à son comité social et économique. Donc cette obligation, elle est à partir de 50 salariés, pour à partir de 50 salariés avoir son CSE, bien sûr. On a mis en place certaines automatisations sur cette solution, notamment le calcul des indicateurs sociaux à partir des données DSN qui sont des données de paye. Donc en fait, on a un import automatique des DSN et à l'issue de ça, on permet un calcul automatique des indicateurs sociaux, ce qui permet aux RH et aux personnes qui se chargent de la BDSE d'automatiser en fait le calcul des indicateurs sociaux et de ne pas avoir manuellement à alimenter les données sociales. Cette solution, l'avantage de cette solution, c'est que du coup, elle est éditée par les éditions Tissot et que du coup, il y a une mise à jour de l'outil en fonction de la réglementation. On a des juristes en fait qui travaillent derrière l'outil et qui fournissent des livres blancs pour expliquer en fait la réglementation en termes de BDSE et surtout fournir dans chaque rubrique légale, donc dans l'arborescence, des aides au remplissage pour les aider à alimenter la base de données. Voilà un petit peu pour un overview de la solution. N'hésitez pas à poser vos questions si c'est pas très clair, on pourrait revenir en fin de présentation. Et donc, BDESE, c'est une solution SaaS. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les particularités de ce genre de plateforme. Parce que le SaaS, c'est quoi dans les faits? C'est une plateforme web. Alors, c'est une plateforme qui est commune. C'est ça qui en fait la grosse particularité. C'est une plateforme commune entre différents clients, avec tout ce que ça apporte comme bénéfice sur le plan technique, en termes de performance, en termes de coûts, de maintenance. Et puis, en théorie, le SaaS, alors, c'est plus ou moins adapté suivant les métiers qui sont implémentés via ces plateformes-là, mais en théorie, c'est du self-service, ce qui fait que n'importe qui peut s'inscrire et se créer un compte sur une plateforme SaaS de façon générale. L'implication côté sécurité, c'est que n'importe qui peut être dessus. Et n'importe qui, ça peut être quelqu'un de malveillant, ça peut être quelqu'un avec des intentions pas très sympathiques, et qui va chercher potentiellement à trouver des vulnérabilités, les exploiter. Mais ça, c'est également quelque chose qui est exposé sur le web. Par nature, c'est pas quelque chose qu'on ferme qu'on ferme techniquement à des clients. On pourrait imaginer qu'on verrouille l'accès d'un point de vue informatique à certaines adresses IP, par exemple, pour dire, voilà, cette plateforme-là, elle est accessible que depuis tel point géographiquement, telle connexion Internet. C'est pas le cas. Le SaaS, c'est vraiment ouvert, commun à tout le monde, d'un point de vue technique, d'un point de vue fonctionnel. Donc, il y a un très gros enjeu sur le côté cloisonnement des données. C'est le point numéro 1, c'est le point central pour assurer certains aspects de la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? En général, on fait le distinguo entre 3 aspects de la sécurité. Il y en a quelques-uns qui viennent en complément où certaines subtilités peuvent être apportées. Mais globalement, on va parler de confidentialité des données, qu'il s'agisse de données techniques, de données sur des salariés. Là, on parle beaucoup de données RH. On va parler aussi de privacy. Donc, la privacy, c'est
on parle surtout avec le terme anglais parce qu'on parle de données personnelles. Et même si vous lisez les documents du RGPD, on parle de privacy également, de privacy by design. Donc, c'est simplement pour mettre l'accent sur les données personnelles. Le deuxième concept qui va être clé en sécurité, c'est l'intégrité des données. Donc, faire en sorte que les données restent telles qu'on les a écrites dans le système, telles qu'on les a saisies, qu'elles ne soient pas modifiées par n'importe qui de façon volontaire ou pas. Et le troisième point, c'est la disponibilité des données, donc faire en sorte que la plateforme soit disponible, qu'on puisse accéder aux données lorsqu'on a envie d'y accéder. L'impact fort du SaaS sur la sécurité, c'est que tout est mutualisé. Donc, quelque part, s'il y a un problème, c'est un problème pour tout le monde, pour tous les clients de la solution. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fortement besoin d'assurer sur le plan sécurité, le plan stabilité de la plateforme, performance, afin d'éviter que tout le monde soit impacté par un potentiel problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté intégration tierce. Alors ça, on retrouve, c'est pas essentiellement lié au SaaS, on retrouve de façon globale sur toutes les plateformes web et sur beaucoup même d'autres applications qui ne sont pas web. On va pouvoir intégrer dans une solution informatique des services tiers, des solutions tierces d'un point de vue technique. Il peut s'agir de briques d'authentification, de systèmes de stockage, de systèmes qui permettent le partage de données vers une autre plateforme, par exemple. Et donc, il va y avoir un très gros enjeu sur le choix de ces solutions-là. Est-ce qu'on peut faire confiance à telle intégration tierce ou non? Est-ce qu'on peut vraiment la connecter avec notre système sans prendre de risques? Et il va y avoir aussi un enjeu sur la communication de données entre la plateforme principale, qui est la nôtre en tant qu'éditeur de logiciels, et ces plateformes tierces. Si je prends un exemple concret, il y a plein de solutions SaaS sur lesquelles vous pouvez vous connecter avec vos identifiants de connexion Microsoft, Google, voire LinkedIn, voire Facebook. Donc, ce sont des plateformes qui sont fiables, mais l'enjeu va être sur la façon dont on intègre ces solutions-là. On peut connecter aussi au système d'authentification d'une entreprise. Dans les grosses entreprises, on gère son propre système de gestion d'identité. Et en tant qu'éditeur SaaS, on va vouloir interconnecter avec ce système qui est propre à celle de l'entreprise. Donc, il y a plein d'enjeux de sécurité qui se passent là également. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver les vulnérabilités, donc identifier les risques qui sont présents sur la plateforme. On distingue en général deux types de failles de sécurité. Vous avez les failles techniques qui sont liées vraiment au code, à la façon dont la plateforme est implémentée techniquement. Et puis, vous avez les vulnérabilités qui sont plus logiques. La logique, c'est la logique métier, c'est les règles de fonctionnement, les workflows, comme on dit, sur une plateforme SaaS. Et le b.a.-ba de la logique métier et de la faille logique, ça va être sur la gestion des droits, et notamment le cloisonnement. C'est est-ce que en tant qu'entreprise A, je suis bien cantonné à mes données, est-ce que je ne peux pas tricher et voir les données d'une autre entreprise, ce qui serait très problématique. Donc, ce qu'on va devoir vérifier en tant qu'auditeur de sécurité, c'est est-ce que le cloisonnement est fort et ce qui nous empêche vraiment en tant qu'attaquant d'accéder à ces données-là en termes de cloisonnement. Voilà ce qui constitue vraiment les enjeux sur les plateformes de type SaaS. Et du coup, on va enchaîner avec les enjeux de la sécurité sur BDS Online. Comme tu l'as dit, Nicolas, du coup, les données sur un SaaS peuvent être très sensibles, et c'est vraiment le cas de BDS Online, puisque BDS Online permet d'importer les données sociales, environnementales et économiques d'une entreprise à travers la création d'une B2SE. Donc, ça va être des données sur la paye, la rémunération, des données ressources humaines, sociales, avec des données sur l'effectif, le nombre d'accidents du travail. Ça peut être également des données financières sur le chiffre d'affaires, etc. Donc, tout l'enjeu en fait d'avoir une solution sécurisée avec des données intègres disponibles en temps réel. Nous, l'avantage sur BDS Online, c'est qu'on a un système de chiffrement de données. Donc, toutes les bases de données possèdent
leur propre clé de chiffrement. En fait, le propriétaire d'une base de données a une clé de chiffrement unique qui nous permet en fait de réinitialiser son mot de passe en cas de perte. Donc, on utilise un système de certificat de sécurité. Donc, l'ensemble des données sont cryptées à la consultation. Et on a également des données salariées. Ça se justifie par le fait qu'il y a des créations d'utilisateurs sur la solution BDS Online. Donc, le RH va créer des utilisateurs CSE. Ils vont pouvoir se consulter les données sur la BDSE. Donc, c'est des données personnelles avec des coordonnées. Et il y a également des données personnelles puisqu'on permet l'import des DSN qui vont être anonymisés dans un deuxième temps. Donc, c'est des données très sensibles puisque les DSN en fait regroupent toutes les données sociales sur les salariés d'une entreprise. Donc, c'est des données assez confidentielles. Voilà pour cette partie. Et du coup, je te laisse enchaîner sur les besoins d'audit. Effectivement, on a beaucoup de données sensibles au sein de la solution qui est la vôtre. Mais peut-être que tu pourrais nous parler du besoin qui a été celui exprimé par vos clients. Parce que notre point de vue sur le sujet, c'est que parce qu'on travaille beaucoup sur des solutions de ce type-là hein, en termes d'audit. Et ce qu'on voit de façon générale, c'est que les entreprises qui vont adopter ce genre de solution et l'intégrer à leur système d'information se posent des questions, et à juste titre. Parce qu'on va transférer de la donnée, on va la dupliquer. Exactement. Alors, tout le monde a entendu parler du RGPD, hein, ça fait longtemps que c'est en place. Les solutions SaaS, on est en plein dedans. C'est vraiment le sujet. Donc, quels ont été vraiment les questionnements que vous avez reçus de votre côté? En fait, nous, sur BDS Online, on a un processus de décision de la part du RH qui est très long. Donc, ça peut prendre des mois avant que le RH souscrive à une solution comme BDS Online. Parce que le RH a beaucoup de tâches métiers. Donc, il a des tâches diverses et variées. Et en général, dans les grosses sociétés qu'on accompagne, donc les TPE, les PME et les très grandes entreprises, pardon, on a également le directeur du système de l'information qui peut avoir son mot à dire dans le processus de décision. Donc, il peut demander des grilles d'analyse, donc à ce qu'on remplisse en fait des grilles d'analyse de sécurité pour qu'on certifie en fait que les données respectent le principe de RGPD. Donc, on a déjà des éléments de réassurance sur notre site internet en parlant du fait que du coup toutes les données sont cryptées avec le système de certificat de sécurité que je vous expliquais plus précédemment. On a également tout un système de sauvegarde et de restauration des données en cas de perte. Mais on voulait également certifier notre application en ligne en vérifiant que l'ensemble des données sont intègres, qu'il n'y ait pas de failles techniques et logiques, comme tu l'expliquais précédemment. Donc, c'était vraiment, en termes de réassurance, quelque chose de très important pour pouvoir attirer des plus gros clients qui sont demandeurs de ce type d'audit de sécurité, de certificat de sécurité. C'est vrai que il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté, tu disais, cette grille d'analyse de sécurité qui est souvent envoyée par les responsables de sécurité, les DSI des entreprises. Ça, c'est de la théorie. C'est-à-dire qu'on va dire de façon déclarative, on a mis ça en place, et voilà, telle mesure technique, telle mesure organisationnelle, tel principe de conception, tel test, etc. Et après, l'audit que l'on effectue, côté Valata, c'est un test plus pratique. C'est le crash test. C'est voir concrètement, face à un attaquant, quelles sont les vulnérabilités qui sont identifiées, in fine, qu'est-ce qu'on retrouve comme problème sur la plateforme, et puis comment les corriger. Alors, si on parle un peu plus du process d'obtention du certificat, déjà, ce certificat, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un document qu'on va pouvoir transmettre et qu'on a transmis donc, à BDSE, qui dit qu'on a fait un audit de sécurité, on a fait un test d'intrusion, et qu'à un instant T, cet audit satisfait les exigences de nos consultants. Donc, ça veut dire qu'il a passé l'épreuve du feu, et qu'on a eu suffisamment de temps pour
pour auditer la solution et qu'on est confiant. Quelque part, lorsqu'on délivre ce certificat, on se mouille un peu de notre côté parce qu'on dit que pour nous, c'est OK. Donc, s'il y a un problème a posteriori, c'est sur notre image que ça retombe aussi. Donc, ce qui est très important, c'est la partie définition du périmètre. Le périmètre, c'est qu'est-ce qu'on va certifier, quel est l'objectif. Et ça peut paraître bête, on peut se dire, c'est simple, c'est la solution BDESE, mais ça va un peu plus loin que ça. Il faut qu'on rentre dans le détail. C'est quoi la solution BDESE? Quelles sont les interfaces, les points d'entrée, par où est-ce qu'on peut se connecter en tant que client, en tant que personne interne à l'éditeur de la solution. Donc, c'est très important pour nous de ne pas oublier la porte de derrière, quoi. Il faut tout tester. Et puis, quelques questions se posent. C'est est-ce qu'on fait les tests sur un environnement qui va être celui de la production, donc la plateforme réelle? Il y a des avantages et des inconvénients. Le fait de le faire en production, c'est qu'on a vraiment la plateforme finale avec toutes les données, avec celle qui est réellement exposée. Le désavantage, c'est que si on y va un peu trop fort, il y a potentiellement des petits effets de bord sur la plateforme, en termes de performance notamment. Et si on veut éviter ça, on peut faire des tests sur une plateforme qui est différente de celle de production. Ça peut être la pré-production, staging, il y a plein de termes possibles. Mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui est fidèle à celle de la production pour qu'il n'y ait pas de différence. Si on ne trouve pas une vulnérabilité sur une plateforme de test, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente sur la production. Donc, il faut qu'on s'assure aussi que ces aspects-là sont bien respectés. Le côté boîte grise, c'est un terme technique. L'idée, c'est qu'on va être dans des conditions optimales pour pouvoir tester la solution. S'il faut des identifiants de connexion, si on ne peut pas se créer nous-mêmes de compte à tous les niveaux, avec tous les niveaux de droit, on va être bloqué par nature, sauf s'il y a des très gros problèmes de sécurité, mais en général, on est bloqué. Donc, on va demander des identifiants et puis pouvoir tester l'intégralité de la plateforme. Cet audit s'appuie sur une méthodologie, ça c'est évident. S'il n'y avait pas de méthodologie, ce serait problématique. Cette méthode, c'est important de la maîtriser lorsqu'on est auditeur en sécurité, mais ce n'est pas le point de focus pendant les tests. Concrètement, la recherche de vulnérabilité, c'est avant tout de la créativité. Imaginez que vous conduisez une voiture en vous arrêtant pour lire le code de la route, vous n'allez pas aller très loin. Donc la méthodologie, en fait, on la maîtrise, on la connaît, elle est présente tout le temps, elle est omniprésente, mais lorsque vous êtes attaquant, vous allez vous focaliser sur trouver de la vulnérabilité, et donc ça passe par beaucoup de créativité, ça passe par ce qu'on appelle le non-fonctionnel. Vous avez le fonctionnel, c'est qu'est-ce qu'on a voulu faire en tant qu'éditeur de solution, et l'attaquant, lui, il va essayer de trouver ce qui n'avait pas été prévu, ce qui n'avait pas été prévu et qui permettra d'accéder à la donnée de façon illicite, par exemple. On reviendra un peu plus tard sur cette partie méthodo, mais concrètement, voilà, ça suit la méthodologie, et ensuite on a, pour obtenir le certificat, une étape qui est nécessaire, qui s'appelle le contre-audit. Parce que oui, on trouve des vulnérabilités, c'est extrêmement rare qu'on n'en trouve pas, donc c'est normal d'avoir des vulnérabilités. Le point, c'est de les corriger, c'est le plus important. Et donc on va fournir ce rapport qui permettra aux équipes de l'éditeur de corriger. Si on parle un peu plus du déroulé de l'audit, de façon concrète, comment ça se passe le jour J? Alors le jour J, c'est le démarrage. Un audit, ça dure plusieurs jours. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, en fonction de la taille de la plateforme qu'on teste. Tout commence par la préparation. Donc avant de faire des tests, avant d'attaquer, avant de rentrer directement dans le vif du sujet côté attaquant, on prépare l'audit. Donc ça veut dire bien appréhender la solution, faire en sorte que l'équipe qui va être en charge des tests maîtrise d'un point de vue fonctionnel la solution, soit à minima initiée au métier pour comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on est censé pouvoir faire, et aussi ce qu'on n'est pas censé pouvoir faire implicitement. Et donc on commence par cette réunion de lancement qu'on appelle kick-off meeting. Et puis après, les auditeurs commencent leur travail avec différentes étapes. Une partie qu'on appelle la reconnaissance. C'est comme si vous imaginez une armée qui attaque une autre armée. On va commencer par regarder ce qui se passe en face, qui est l'ennemi, entre guillemets.
trouver des informations à son sujet. Qui travaille sur la solution? Est-ce que les développeurs n'ont pas été trop bavards? Est-ce qu'on ne trouve pas du code source, des accès, quelques informations techniques que ce soit qui permettraient à un attaquant de rentrer plus facilement dans la plateforme. Ensuite, on va rechercher les vulnérabilités. Ça, c'est tout le travail central de l'audit. On va exploiter les vulnérabilités, pas pour tout casser, mais pour confirmer qu'on peut bien exploiter les vulnérabilités et voir ce qu'on peut en faire, évaluer le niveau de risque pour ensuite prioriser les points qui ont été remontés. On fait notre rapport en tant qu'auditeur, on présente tout le détail de ce qu'on a testé, de ce qu'on a trouvé, les impacts, et ensuite démarre le travail côté éditeur. On a fini pour nous, on vous passe le rapport, et c'est à l'éditeur de corriger les points qui ont été remontés pour pouvoir ensuite passer au contre-audit. Qui dit audit dit livrable, donc on a plusieurs choses. Mais le point central, c'est vraiment ce rapport, qui est un rapport technique avant tout, et qui va être à destination des équipes de développement. En termes de livrables, de votre côté, Tanguy, qu'est-ce qui était important en premier lieu? Nous, en fait, on était en pleine refonte du site e-commerce de B2SE Online. Donc, on a pris le temps de mettre tout à plat et de notamment faire appel à une rédactrice pour communiquer en fait sur cet audit-là, à travers un article précis sur le déroulé de l'audit, sur les étapes de l'audit, pour justement, en cas de questions du DSI, du directeur du système de l'information, qui aurait des questions un peu plus pointues sur qu'est-ce qu'on a fait précisément dans cet audit, on aurait les étapes vraiment de l'audit en boîte grise sur cet article-là. Et du coup, nous, on a communiqué à la fois sur le certificat que vous voyez ci-dessous, et également sur sur le saut de sécurité qui renvoie du coup vers le site de Badata, avec le fait qu'on a du coup bien réalisé cet audit et surtout qu'on a corrigé les failles qui avaient été trouvées. Voilà. Donc ça nous a permis vraiment là d'avoir cette communication bien précise sur l'audit. On n'a pas encore eu des demandes précises où on devait communiquer la synthèse managériale ou le rapport technique. Ça viendra peut-être avec des gros clients, comme je l'expliquais. Mais déjà, voilà, on a fait une bonne partie de la communication là-dessus. Et comme on peut le voir, il y a une date sur les sauts de certificat, sur les sauts de sécurité, pardon, qui sont sur la gauche et même sur le certificat lui-même. Ça, c'est parce que, bien entendu, c'est un test à un instant T. Alors, on considère de façon générale que un audit de sécurité peut être valable pendant une année. C'est un peu le standard. Après, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend des enjeux, mais en général, on part sur cette durée-là. Les risques sont adressés à un moment donné. La plateforme va évoluer, elle va évoluer d'un point de vue fonctionnel, technique. Ça évolue aussi côté sécurité d'un point de vue risque, d'un point de vue attaque. Donc, au bout d'un an, en général, on repart sur un nouvel audit pour vérifier que tout est encore bon, que la trajectoire n'a pas dévié. Et en termes de livrables, bah oui, mais c'est ça, il y a le rapport technique qui est vraiment pour le coup très technique. Une synthèse managériale, ça c'est plus pour la communication à des personnes qui sont côté direction, donc plus vulgarisé, et puis après des éléments de communication sur le sujet, parce que ça reste un audit de sécurité avec beaucoup d'informations confidentielles. Donc on ne peut pas simplement communiquer un rapport technique, ça ne se fait pas. C'est extrêmement rare. On voit très rarement les rapports circuler. Et donc c'est pour ça qu'on a ces éléments qui peuvent sembler marketing, entre guillemets, mais c'est un élément aussi qui permet de communiquer de façon sécure sur les résultats sans en dire trop. Oui, qui atteste vraiment du travail qui a été effectué sur la solution. Voilà. Alors, si vous avez des questions pour les personnes qui sont présentes, c'est le moment de les poser. Vous avez le chat pour pouvoir écrire vos questionnements. On y répond avec plaisir. Et du coup, le support que vous avez sous les yeux vous sera envoyé bien sûr demain par mail. Donc ça sera automatique et il vous sera envoyé directement par mail.
Et du coup, bah, on vous remercie pour cette participation. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir reparlé en fait de cette prestation qui a été vraiment parfaite dans l'ensemble. Ça nous a permis vraiment d'attester d'un point de vue sécurité que notre solution est conforme et de pouvoir réattester sur ce point-là. Donc voilà. Merci Tanguy. Bien. Pas de questions. Alors, je vois une question. Alors, le pentest est demandé par un client ou le fournisseur de la solution SaaS? Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question parce que ça soulève le sujet de l'anticipation niveau sécurité. Donc, c'est assez variable parce que vous avez certains éditeurs qui sont proactifs sur le sujet. Parce qu'il y a en interne des personnes qui sont sensibilisées sur le plan sécurité et qui veulent, ne serait-ce que pour elles-mêmes, en interne, dans l'entreprise, se rassurer sur est-ce qu'on fait une solution qui est sécurisée. Alors, tout le monde dit que c'est sécurisé, mais dans les faits, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a cette volonté parfois de vérifier si on l'est vraiment. Il y a aussi parfois une connaissance des enjeux de sécurité qui sont ceux des clients de la solution. Donc, il y a des gens en interne, que ce soit un directeur technique chez l'éditeur ou un directeur commercial qui connaît bien les questions qui sont posées. Donc, il y a une connaissance en fait de ces enjeux-là en interne qui fait que l'éditeur va se dire il nous faut un test d'intrusion, il nous faut un audit, il faut qu'on puisse au moment donné répondre et dire oui, bien sûr, on a fait un audit et voici les résultats. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Comme je vous disais, on a des entreprises qui ne sont pas sensibilisées au sujet et qui sont plutôt dans la réaction, qui sont focalisées sur un produit avec plein d'évolutions et qui sont bien chargées par tout ce qu'elles ont à faire sur leur quotidien. Et donc, c'est plus de la réaction face à des questions. Et là, c'est un peu plus douloureux. Parce que concrètement, ça veut dire que vous avez un prospect en tant qu'éditeur de logiciels qui vous dit très bien, votre solution m'intéresse, je suis prêt à signer, mais j'ai mon directeur de la sécurité qui me dit, qui me demande des informations sur votre solution. Est-ce que vous avez des preuves d'audit? À quand remonte votre dernier test d'intrusion? Et là, c'est attendez, je recherche les documents, on va vous les envoyer au plus vite. Et ça peut prendre du temps. Faire un audit, ça prend du temps. Ça prend du temps à préparer. Souvent, ça prend du temps à organiser et à prévoir côté éditeur. Nous, on a en général 1 mois d'attente pour faire un audit. Et encore, c'est pas énorme. On maintient plutôt bien ce délai. Voilà l'idée. Donc, en résumé, ça peut être une demande du client ou de l'éditeur de la solution. En fait, les deux le demandent à un moment donné. J'espère que ça répond à la question posée. Super. Super, parfait. Il y a d'autres questions avant qu'on conclue. En tous les cas, si vous avez d'autres questions a posteriori, n'hésitez pas à envoyer par email. Ce sera un plaisir d'y répondre. On va attendre un tout petit instant et puis sinon on va pouvoir clôturer cette session. Bien. On va supposer que c'est tout bon. Merci à tous d'être venus pour ce webinaire. Comme le disait Tanguy, les slides seront envoyés demain. Et si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas, nous serons là. Merci, et puis à la prochaine pour un prochain webinaire.